Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui encore de français langue étrangère dans son rapport avec la littérature. C'est toujours le même sujet très lancinant il faut en parler parce que beaucoup de gens doivent en faire de la littérature quand ils étudient le français langue étrangère et se sont obligés de le faire alors qu'ils n'aiment pas ça. Et beaucoup de profs aussi doivent le faire alors qu'ils n'aiment pas ça non plus. Et inversement, beaucoup de gens voudraient en faire mais ne peuvent pas en faire. Et inversement, beaucoup de professeurs voudraient l'enseigner et ne peuvent pas l'enseigner parce qu'il n'y a pas assez de place. Enfin bon, il y a donc il y a cette présence qu'il faut penser, si vous voulez, la littérature dans le domaine du français langue étrangère, en particulier à l'université. Bon, alors pourquoi je dis que c'est pas possible? Pourquoi on ne pourrait pas faire un département où il n'y ait que euh, du FLE, enfin du français, quoi, la langue, grammaire, vocabulaire, etc., puis de la linguistique, puis de la traduction, et puis une grande partie de éducation didactique, quoi, c'est-à-dire formation formation pour devenir professeur de langue, vous voyez, sans passer par la littérature, puisque beaucoup de profs finalement finiront par enseigner en centre de langue où il n'y aura pas de littérature à enseigner, eux-mêmes ne se sentent pas littéraires, donc pourquoi s'embêter? C'est que certains pays ou certaines aires géographiques, certaines cultures sont extrêmement influencées par leur littérature. C'est la même chose pour le chinois, par exemple. Je veux dire, toute personne qui étudie le chinois et qui a un diplôme de chinois, qui a une licence, par exemple, ou un master, ne peut pas le faire de toute façon, même à un niveau élémentaire, cette personne étudiera euh, vraiment obligatoirement des grands auteurs de la culture chinoise. Je veux dire, parce qu'ils sont trop importants. Je veux dire, que ce soit Confucius ou que ce soit un certain nombre de taoïstes, il est impossible de faire du chinois sans étudier un certain nombre de choses du Chuang-Tzu, du Lao-Tzu, et puis dans la littérature du XXe siècle, par exemple, il est impossible de faire des études de chinois sans même aborder Lu Xun, des gens comme ça, parce qu'ils sont d'une importance absolument considérable dans l'histoire de la Chine elle-même, la façon dont les Chinois eux-mêmes s'identifient. Donc c'est pour ça que il est absolument impossible de. C'est comme si on ne parlait pas du tout d'histoire de ce peuple. Vous voyez, par définition, si on étudie le chinois, on va faire beaucoup de cours d'histoire. Hein, on va étudier les Tang, on va étudier les différentes dynasties, etc. On va étudier la Chine contemporaine, c'est de manière incontournable. Il est impossible d'imaginer qu'on étudie et qu'on devienne un diplômé de chinois en ne sachant pas qui est Mao Zedong, en ne sachant pas du tout l'origine du Parti communiste chinois. Enfin, il y a des choses comme ça qui n'ont aucune possibilité d'exister, si vous voulez. Eh bien, la présence de la littérature est comme ça là pour des peuples, comme pour des aires culturelles telles que la Chine, et le monde chinois, tels que l'anglais et le monde anglophone, tels que le français et le monde francophone. En revanche, il y a peut-être d'autres langues où c'est moins le cas. Vous voyez, si vous étudiez le swahili, par exemple, il est possible qu'il y ait il y a des textes en swahili, il y a de la littérature, des histoires racontées en swahili. Donc oui, mais il est possible que les auteurs, les écrivains de langue swahili n'aient pas été aussi déterminants dans le développement de cette langue, dans le développement anthropologique, économique de toute la région du monde qui parle le swahili. Vous voyez, donc c'est pour donner comme ça des exemples, on pourrait prendre d'autres exemples comme cela. J'ai pas envie de montrer trop d'exemples de gens qui n'ont pas spécialement, enfin qui n'ont pas une littérature déterminante, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que ceux qui ont une littérature importante sont des grands peuples avec une grande culture, alors que ceux qui n'en ont pas, ça reste une culture plutôt orale et donc moins riche. C'est pas ce que je veux dire du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. J'appartiens à ceux qui pensent que
il n'est pas besoin d'écrire pour développer une idée géniale ou des histoires géniales. Je vous rappelle par exemple que Claude Lévi-Strauss a passé sa vie à étudier des récits, mais des récits mythiques, mythologiques, qui venaient des populations d'Amérique, qui vivaient soit dans les forêts, soit dans les steppes, soit dans les déserts, et qui développaient des histoires d'une richesse infinie, comme ça, sans avoir besoin de les écrire, et sans avoir besoin non plus de faire des cours de littérature. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Il y a simplement l'idée que si vous voulez faire des départements de français, travailler là-dedans, les diriger, les développer, les consolider, etc., il ne faut pas partir avec l'idée de se dire, bon, la littérature, je la mets dans un coin, je m'en sépare. Enfin, dernier point pour dire que la littérature est indispensable et incontournable dans l'étude du français, si vous voulez faire un département de français, c'est que c'est de l'existence et l'histoire même de la langue elle-même. La langue que nous parlons n'est en aucun cas un code qui s'est développé naturellement comme ça dans les rencontres entre les hommes. C'est quelque chose qui n'est pas du tout comme un organisme vivant qui s'est développé. C'est quelque chose, au contraire, enfin bien sûr il y a cette dimension-là, mais il y a aussi, comme on le sait tous, l'histoire de la langue française est une histoire pétrie d'hommes politiques, enfin de pouvoirs qui ont voulu opérer des changements pour des raisons qui les regardent. Les raisons sont nombreuses, mais il y a eu des changements et il y a eu une structuration, et il y a eu des codifications qui sont apparues depuis le XIIIe, XIVe siècle et qui ont profondément changé la langue, qui l'ont rendue telle qu'elle est aujourd'hui. Et que ce soit son orthographe, que ce soit sa façon d'être prononcée, que ce soit sa grammaire ou son lexique, etc., puis ont été mis en forme par des gens qui étaient payés pour ça et qui s'appellent en fait des auteurs, des écrivains. Donc beaucoup de choses qui existent dans le patrimoine littéraire étaient là aussi pour cimenter tel ou tel aspect de la langue, telle ou telle orientation qu'on voulait donner à cette langue-là. L'histoire de la langue étant ce qu'elle est, son histoire littéraire vous reviendra toujours comme quelque chose d'indispensable. C'est ça que je veux dire. On peut essayer tant qu'on veut de créer des départements sans littérature, elle reviendra. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous êtes en désaccord ou en accord avec moi et que j'ai oublié de dire une chose importante sur ce sujet, n'hésitez pas à entrer en dialogue avec moi dans les commentaires notamment. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine fois.